All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, Eurogamer a publié une interview de Chris Roberts. Une grosse partie de ses réponses porte sur sa vision des jeux vidéo en général et de Star Citizen, mais on apprend quand même quelques petites choses, notamment la confirmation d'achat de vaisseaux dans la 3.1. On apprend qu'ils adaptent leur plan en fonction de leur rentrée d'argent et qu'ils engrangent autant d'argent que s'ils avaient déjà mis sur le marché un jeu en ligne qui serait monétisé. Chris n'a jamais voulu imposer de plafond aux joueurs vis-à-vis de ce qu'ils pouvaient dépenser. Pour lui, dépenser des centaines ou des milliers d'euros dans World of Warcraft ou EVE Online est aussi sensé que de dépenser cet argent dans du matos de golf ou la restauration de voitures de collection. Si les gens veulent donner plus, il ne veut pas les priver, mais il révèle quand même que la majorité des backers ont dépensé 40$ pour le pack Star Citizen plus Squadron 42 qui était disponible il y a quelques années. Mais les médias en parlent moins que ceux qui ont lâché des milliers de dollars, parce que ça ferait des gros titres moins alléchants. Pour ceux qui en doutaient encore, Chris déclare se sentir totalement obligé de sortir le jeu avec le meilleur niveau de qualité possible. Concernant les échéances manquées, Chris nous dit que c'est monnaie courante dans l'industrie. Beaucoup de jeux sont annulés en cours de développement sans jamais être annoncés, ou sont repoussés sans qu'on le sache, car les gros éditeurs ne dévoilent pas ce genre d'informations. Les joueurs ne le savent jamais car ils ne sont pas en cuisine, mais ça se passe comme ça. À la différence que les backers de Star Citizen ont déjà donné de l'argent pour le jeu, ce à quoi Chris répond qu'il y a assez d'avertissements sur leur site et sur le planning pour prévenir les gens que la recherche et développement et le debug sont des phases assez imprévisibles et que la qualité passe avant le respect des échéances. Chris estime connaître le profil des joueurs qui lancent le jeu et qui s'expriment sur les forums, que la majeure partie des backers est satisfait du développement et que les râleurs ne sont qu'une toute petite proportion de joueurs qui sont très entendus car ils font juste beaucoup de bruit. Enfin, pour Chris, les notions d'alpha, bêta ou d'early access ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Ça voulait dire quelque chose quand on parlait d'un jeu pendant des années sans que personne puisse y jouer et que la grande question c'était c'est pour quand la sortie. Il prend les exemples de League of Legends, World of Warcraft, GTA Online et EVE Online qui sont vieux mais où les développeurs rajoutent du contenu et améliorent le jeu même des années après. Pour lui, annoncer que le jeu est sorti n'a pas vraiment de sens puisqu'il est déjà jouable et qu'ils rajouteront du contenu de manière itérative aussi longtemps qu'ils pourront. Et à mon avis, il a pas tort. L'alpha de Minecraft a duré 2 ans et demi entre mai 2009 et novembre 2011. Il n'y a pas eu besoin de dire aux joueurs que le jeu était fini pour qu'ils s'y mettent et s'amusent. Ils ont été 4 millions à l'acheter pendant cette période. Et plus récemment, c'est la même chose pour PUBG, 10 millions de joueurs en 6 mois alors que le jeu est vendu comme Early Access. Perso, j'ai joué à ces deux jeux pendant leur phase d'alpha ou d'Early Access, appelez ça comme vous voulez, et le constat est là, quand on est dedans, on s'amuse, on accueille les mises à jour suivantes avec enthousiasme et la date de sortie finale, on s'en préoccupe plus. Je pense que pour Chris Roberts, fixer une hypothétique échéance n'a pas vraiment d'importance ni de sens. Ce qui compte pour lui, c'est améliorer itérativement Star Citizen, si bien qu'à un moment donné, il sera suffisamment abouti et amusant pour que le bouche à oreille positif démarre vraiment, et le jeu se lancera sur sa vitesse de croisière comme ça. Toujours lundi, c'était Michael Smith qui répondait aux questions pendant le Citizen of the Stars, et on n'a rien appris hormis qu'il a un doctorat en paléontologie et que le périphérique le plus utilisé en dehors des claviers est le T16000M de Thrustmaster, un joystick incontournable que je vous recommande chaudement. Le lore post de mardi était la retranscription d'une émission de radio nommée OP.net qui s'adresse visiblement aux mercenaires qui travaillent en freelance. Le présentateur nous explique qu'il a pu visiter une école de formation de mercenaires sur Castra 2, une planète qui a longtemps servi de base militaire importante en cas d'invasion Xi'an. Le deuxième présentateur de l'émission semblait absent de l'émission car, je cite, « Cet enfoiré a eu la chance d'assister à la démonstration d'un futur vaisseau qui va être révélé. À mon avis, il y aura des missions de formation au mercenariat sur cette planète et un nouveau vaisseau va bientôt être dévoilé. » L'émission parle ensuite des opportunités du moment pour les mercenaires, escorte de mineurs dans le système Stanton, escorte de convois dans l'espace Banu, protection contre les Vandouls dans le système Oberon, une petite idée de ce que sera le boulot de mercenaire donc. Un petit échange intervient ensuite entre le présentateur et l'ancienne présentatrice de l'émission, Sabine Murillo, qui a démissionné 3 ans plus tôt pour partir en chasse de l'assassin d'un de ses amis. On apprend que dans la ville de Prime, sur la planète Terra, un quartier nommé le Bloc est particulièrement mal famé, et que malgré tous ses efforts, Sabine n'a rien pu faire pour rendre justice à son ami. En revanche, elle s'est promise de faire en sorte de diminuer la criminalité dans le Bloc, et elle a recruté des vétérans pour patrouiller dans la zone et faire régner l'ordre. Et depuis, le Bloc est désormais un endroit plus sûr, certainement le genre d'endroit qui pourra fournir du boulot aux mercenaires et aux criminels. Mercredi, Stéphane Forrest remplaçait Mark Abent pour l'épisode de Bugs Matchers. Apparemment, Mark est beaucoup trop occupé avec le debug de la 3.0 et c'est donc Stéphane qui va s'occuper d'un bug sur les lumières internes au casque qui sont censées éclairer le visage du personnage. Le bug n'a pas été compliqué à reproduire. Dès que Stéphane a fait apparaître un personnage, il n'y avait pas de lumière dans son casque, mais une aux coordonnées 0 de la map et une entre ses pieds. Dans Dataforge, il est vite apparu que les lumières utilisaient un système indiqué comme déprécié, l'Effect System, qu'il fallait arrêter d'utiliser au profit du Entity Effect System, certainement une évolution du système précédent. Une fois les lumières déconnectées de l'ancien système, elles ont disparu et il a fallu du coup les réintégrer avec le nouveau système d'entité. Les casques sont munis de points d'attache pour les lumières, donc il a juste eu besoin d'attacher une lumière à un de ces points et voilà. Le reste de l'émission a consisté à faire des allers-retours entre le jeu et Dataforge pour ajuster plusieurs paramètres des différentes lumières, comme leur angle de diffusion et leur portée. Visiblement, il a découvert pendant l'émission qu'il n'avait pas besoin de faire tous ces allers-retours, car Dataforge change les données du jeu en cours d'exécution.
La TV de la semaine est arrivée vendredi matin et a commencé par le traditionnel Burn Down. Michael Dion nous explique qu'ils sont en train d'adapter les sauts quantiques pour les déplacements à courte distance. En effet, la vitesse en saut quantique est adaptée au déplacement à l'échelle d'un système planétaire ou entre des planètes, mais pour ce qui est d'aller de l'autre côté d'une planète ou d'une planète à une lune, c'est bien trop rapide. Pour les sauts longs, le vaisseau est envoyé à une vitesse déterminée et comme le point d'arrivée est suffisamment loin, il arrivera quand il arrivera. Pour les sauts courts en revanche, il y a un calcul qui prend en compte le point de départ et le point d'arrivée et qui détermine un temps de saut raisonnable de quelques secondes. Le vaisseau est alors ensuite envoyé en saut quantique à une vitesse moins rapide pour coller au temps de saut calculé. Chris Smith et David Coulson nous expliquent qu'ils ont envoyé des vaisseaux sur des personnages pour tester leur animation au moment de leur mort. Mais non seulement le personnage ne mourrait pas, mais en plus les vaisseaux explosaient, même avec un gros vaisseau comme le Starfarer. Il y avait deux problèmes. Pour la Gamescom et l'inclusion de l'Idris, ils ont écrit un morceau de code capable de calculer la différence de masse entre deux vaisseaux, afin de savoir quel vaisseau serait le plus endommagé en cas de collision. Ce code ne prenait pas du tout en compte les collisions avec les joueurs et causait carrément l'effet inverse, ajouter énormément de dégâts au vaisseau. Et même si la santé du personnage était bien réduite à 0, il fallait quand même écrire le code pour causer sa mort. C'est assez étrange que la santé à 0 ne cause pas automatiquement la mort du personnage, mais il doit bien y avoir une raison. Tom Sawyer, qui a sacrément amélioré sa situation sociale depuis l'époque d'Antenne 2, bravo à lui, nous explique qu'il a travaillé côté back-end sur la détection des déconnexions accidentelles. L'objectif est que si votre jeu ou votre modem a craché, les serveurs puissent le détecter et que le client puisse vous proposer de vous reconnecter pour venir au même endroit sur le même serveur. L'émission aborde ensuite le système de mission avec Tony Zurovec et c'est un plaisir de le revoir. De toutes les personnes qui bossent chez CIG, c'est probablement celui que je trouve le plus intéressant quand il parle de game design. Tony a toujours été fasciné par le niveau de liberté que Star Citizen veut proposer. Il comprend tout à fait que même ce projet doit avoir certaines limites, mais selon lui, ces limites doivent être intégrées intelligemment avec des éléments de gameplay qui vont venir créer une opposition aux actions du joueur. Au même titre qu'un espace de jeu aussi grand que Star Citizen ne peut être rempli de planètes intégralement fait main, il est impossible de faire une par une des milliers de missions pour remplir le jeu. D'autant plus que ça fera des missions scriptées que les joueurs finiront par connaître par cœur. Donc au lieu d'avoir une mission bien prédéfinie avec 3 vaisseaux pirates qui affrontent 2 vaisseaux de police, ils veulent être capables de définir un schéma de mission durant lequel un nombre indéfini de vaisseaux pirates affronteront un nombre indéfini de forces de police, avec ces éléments indéfinis qui seront déterminés par exemple par la criminalité du système où cette mission apparaît. C'est ce genre d'idée qui les a amenés à mettre en place une architecture à subsomption pour les missions du jeu. Ce terme vient de la robotique, où il y a apparemment différentes architectures possibles pour établir le mode de contrôle d'un robot. Dans un modèle dit vertical, le robot va avoir un processus de détection qui va passer ses données à un processus de modélisation des informations, qui va ensuite passer ces informations à un processus de planification, et qui va ensuite passer ces informations à un processus d'action. Dans une architecture à subsomption, le modèle est dit horizontal. Les processus sont cette fois dédiés à la prise de décision sur des points concrets et ils sont hiérarchisés. Ça veut dire que chaque processus va décider grâce aux décisions de ses processus enfants et qu'il va servir à la prise de décision de son processus parent. Et c'est exactement ce qu'explique Tony sur Star Citizen. Les nombreux éléments de gameplay du jeu vont être éclatés en processus qui pourront être hiérarchisés et apprendre de leur processus enfant. Ainsi, les développeurs auront une collection de blocs déjà prêts pour organiser les structures des missions. C'est la même architecture pour les PNJ. Leurs réactions à votre égard ou dans certaines situations pourront être la conséquence d'une prise de décision complexe grâce à de nombreuses données en fonction de ce qui se passe ou s'est passé dans le jeu à un instant T. Et ce système est déjà prêt. Ils sont actuellement en train de former les créateurs de missions à utiliser ce nouveau procédé et à penser la création de missions avec, car c'est plutôt inédit pour eux. Bon, c'est toujours un processus de création de graphes de missions avec des étapes, des objectifs, des conditions à remplir, mais cette fois, c'est bien plus réutilisable et modulaire. Par exemple, imaginons une étape qui consisterait à aller ramasser une boîte, et bien cette étape est codée une seule fois et peut être utilisée à volonté dans tous les schémas de mission. C'est pas grand chose, mais ça leur permet de passer plus de temps sur d'autres étapes de mission bien plus intéressantes. Une bonne illustration de la philosophie Dry. Le système Subsumption n'est pas encore mature car il dépend de beaucoup d'autres systèmes qui ne sont pas bien finis, comme le système de pathfinding et l'object container, et Tony précise qu'il y en a encore quelques autres. Le plus gros challenge pour Tony a été de trouver un interlocuteur qui comprendrait à la fois ce qu'est une architecture à subsomption et le CryEngine. Il l'a trouvé dans la personne de Francesco Roccucci qui est arrivé chez CIG avec les ex-développeurs de Crytek à Francfort en 2015. Il explique qu'il a développé un outil de debug pour visualiser l'intégralité des informations reçues par un PNJ et pour voir ce qui l'a amené à prendre telle ou telle décision. Ça a tellement plu aux autres développeurs qu'il a intégré les missions à cet outil, pour qu'ils puissent voir pourquoi tel ou tel événement d'une mission sont apparus. Mieux, il a fait évoluer cet outil pour pouvoir modifier en cours de jeu les informations à la source de ces événements, afin de pouvoir faire au jeu exactement ce qu'il aimerait voir pour débugger plus rapidement. C'est grâce à ça qu'ils peuvent débugger rapidement une conversation entre le personnage du joueur et plusieurs PNJ, et voir si les PNJ réagissent correctement à différentes situations données sans avoir à vraiment les faire in-game. Pour lui, ce point est essentiel afin que les développeurs qui vont créer les missions et le comportement des PNJ ne soient pas blasés à l'idée de devoir rejouer encore les mêmes situations parfois pendant plusieurs minutes pour pouvoir se retrouver dans des situations précises, pour pouvoir tester des points précis du jeu.
Pour Francesco, le système de mission est vraiment le pilier principal du jeu. Dans Squadron 42, c'est lui qui gérera les différents chapitres du jeu, les missions, les objectifs secondaires. Et dans Star Citizen, c'est lui qui vous fera interagir avec le monde autour de vous. On pourra classer les missions du jeu en 2 catégories, en fonction de leur déclencheur. Certaines missions seront déclenchées de façon très classique. Vous allez voir un PNJ, il a un problème, et vous décidez de le régler pour lui. Mais il y aura aussi des missions qui se mettront sur votre route de façon spontanée, comme un signal de détresse, alors que vous êtes en plein milieu de l'espace à rien faire, un peu comme les aléas de Final Fantasy XIV, mais en probablement plus évolué. Dans les deux cas, ces missions feront apparaître des événements semi-aléatoires pendant le déroulement. Aléatoire car il y aura une dose de hasard dans l'apparition de ces événements, mais semi-aléatoire car cette dose d'aléatoire aura des tas de paramètres, comme le système planétaire dans lequel vous vous trouvez, votre réputation, l'offre et la demande, les forces de police ou pirates dans le secteur, etc. On est donc bien sur un système de quête avec des mécaniques de génération procédurale. Il y a bien une génération aléatoire, mais elle est régie par de nombreuses règles. A l'avenir, ils imaginent étendre ce système en faisant en sorte que les missions soient liées entre elles ou débouchent sur d'autres missions. Sauver un personnage qui transporterait une cargaison pourrait vous donner une autre mission vous demandant de transporter la cargaison, que vous pourriez tout aussi bien voler. Et comme les missions prendront en compte la réputation des joueurs à qui la mission est proposée, ils imaginent très bien des missions où certains joueurs devront sauver un VIP tandis que d'autres joueurs pirates devront tuer ce VIP, avec un combat qui se poursuivrait jusque dans la base des joueurs. Ils veulent vraiment que les choses qui vont nous arriver in-game soient le plus inédites possible et constituent vraiment notre histoire dans Star Citizen. Enfin, le nombre de bugs restants a été dévoilé, mais cette semaine, c'est un peu particulier. Le nombre de bugs restants avant que les Evocati puissent participer au test est passé de 76 à 26. Mais, car il y a un gros mais, ça veut pas dire que 50 bugs ont été corrigés cette semaine. Erin Roberts et Eric Kieran Davis ont expliqué leur plan pendant l'émission Burndown. En désactivant certaines fonctionnalités du jeu, qu'on pourrait qualifier d'optionnelles, et en laissant seulement le strict minimum, il n'y a plus que 26 bugs. Donc voilà ce qu'ils vont faire, ils vont désactiver ces fonctionnalités optionnelles et concentrer le travail sur les 26 bugs restants. Une fois que ces 26 bugs seront corrigés, ils vont mettre à disposition des Evocati ce build stable mais amputé des fonctionnalités optionnelles. Et ensuite, ça fera un cycle. Retour des Evocati, correction, réactivation d'une fonctionnalité optionnelle et on recommence jusqu'à ce que tout soit suffisamment stable pour une release publique. A mon avis, leur équipe QA commence à avoir du mal à identifier la cause des bugs restants, donc ils comptent probablement sur les feedbacks des centaines de joueurs Evocati pour aider à faire avancer les choses. C'est tout pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas je vous dis à samedi prochain pour une vidéo et d'ici là, portez-vous bien citoyens.